Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. La coopération internationale se renforce. Le vice-président Temoko Melet Kone a reçu aujourd'hui les ambassadeurs d'Algérie et de Mauritanie au palais présidentiel. Les discussions ont porté notamment sur la redynamisation des relations économiques avec Alger et le suivi des partenariats avec Nouakchott. La Côte d'Ivoire se dote d'une boussole numérique pour l'emploi afin de rapprocher la formation des besoins des entreprises. Le Premier ministre Robert Bekremambé a lancé le système d'information sur le marché du travail. Cette plateforme centralise et analyse en temps réel les données sur l'emploi, la formation et les compétences disponibles sur le territoire. Les élus locaux ont rendez-vous à Tanger, au Maroc. La 8e édition du Congrès mondial de l'Organisation des cités et gouvernements locaux unis a démarré. Maires et élus locaux venus de plusieurs pays y échangent sur les défis du développement des communes et des régions. La Côte d'Ivoire y participe avec une forte délégation conduite par la présidente du Sénat, Kandia Camara. Enfin, en France, la canicule continue de battre des records. Ce mercredi est devenu le jour le plus chaud jamais enregistré dans le pays, dépassant déjà le record établi la veille. 3 quarts du territoire sont placés en vigilance maximale et la situation devrait encore se dégrader demain jeudi avec 72 départements en vigilance rouge. Soyez les bienvenus sur RTI 1, la météo est bonne. On entame ce 20h avec la diplomatie ivoirienne qui poursuit son ouverture. Le vice-président Temoko Melet Kone a reçu ce jour les ambassadeurs d'Algérie et de Mauritanie. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale avec un accent sur la redynamisation des relations économiques avec Alger et le suivi des partenariats avec Nouakchott. On en sait plus avec notre reporter Alexis Ouedraogo, on suit ensemble. En mars dernier, l'Algérie et la Côte d'Ivoire signent un accord de coopération couvrant les hydrocarbures et les ressources minières. Le document ouvre la voie à des échanges d'expertise, au renforcement des liens entre les institutions spécialisées et l'accompagnement d'investissements dans l'ensemble de la chaîne de valeur des hydrocarbures. Ce mercredi, Idriss Bouassila, ambassadeur d'Algérie en Côte d'Ivoire, a été reçu par le vice-président de la République. Au plan bilatéral, on a fait un tour d'horizon. On a évoqué les voies et moyens de les booster davantage dans des secteurs clés tels que la formation, la santé, la transformation industrielle et surtout l'énergie. Sur ce dernier point, la coopération énergétique, il y a une perspective très prometteuse. Je quitterai la Côte d'Ivoire avec des pincements de cœur, mais surtout avec le sentiment d'une mission accomplie. Et je formule le vœu pour davantage de paix, de prospérité et plus de développement pour ce beau pays. À sa suite, Mohamed Ould Katra, ambassadeur de la République islamique de Mauritanie, est venu dire ses adieux à la Côte d'Ivoire, non sans saluer bien sûr l'hospitalité ivoirienne. Je quitte un pays que j'ai beaucoup aimé, que je continuerai à aimer, et pour lequel je garde d'excellents souvenirs. Notre communauté vit en parfaite symbiose avec la population ivoirienne et je peux vous dire que nous ne le considérons pas étranger. Je profite de l'occasion pour dire aux Ivoiriens qu'ils ont la chance d'avoir une gouvernance qui a développé le pays grâce au leadership du président de la République, Alassane Ouattara, et qui devient un modèle de développement, à mes yeux, pour nous tous Africains. Les audiences du vice-président Temoko Melet Kone avec l'Algérie et la Mauritanie illustrent une diplomatie ivoirienne pragmatique, axée sur une volonté commune, celle de dynamiser les échanges sud-sud. Et l'emploi qui entre dans une nouvelle ère numérique. La Côte d'Ivoire, notre pays, s'est doté d'une cartographie digitale du marché du travail. Le Premier ministre Robert Bekremambé a lancé officiellement le système d'information sur le marché du travail. Et cet outil centralise, analyse en temps réel les données sur l'emploi, la formation et les compétences disponibles, ce qui devrait permettre de rapprocher l'offre de formation des besoins des entreprises, comme nous l'explique Marie-Chantal Akandan. Combien de jeunes Ivoiriens cherchent un emploi? Quel secteur recrute?
Quelles formations correspondent aux besoins réels des entreprises? Jusqu'ici, ces questions restaient sans réponse chiffrée et fiable. Le système d'information sur le marché du travail, le SIMT, change la donne. La plateforme que nous lançons officiellement ce jour sur le standard international SDMI, entendez, Statistical Data and Metadata Exchange, garantit la normalisation des processus de collecte, de stockage, de partage et de diffusion des données, assurant leur comparabilité avec les bases de données internationales. Pour les partenaires techniques et financiers, c'est précisément ce type d'instrument qui conditionne l'efficacité des politiques publiques. C'est un instrument d'aide à la décision stratégique, c'est un levier de transparence et d'efficacité de l'action publique, c'est aussi un cadre de coordination entre institutions productrices et utilisatrices de données, et un bien public au service de tous les acteurs du marché du travail. Au-delà du SIMT, l'appui de la Banque mondiale s'est également traduit par des actions concrètes. Le lancement du SIMT envoie un message fort, celui d'un pays qui choisit de gouverner par la preuve et qui comprend que la bataille pour l'emploi se gagne aussi avec de meilleures données. Co-parrain de la cérémonie, le ministre de la Promotion de la Jeunesse, Touré Mamadou, et celui de l'Éducation nationale, Kofi Nguessan, saluent tous deux une avancée majeure. Je voudrais dire particulièrement aux jeunes que cette plateforme les concerne directement. Trop souvent, les jeunes choisissent des filières sans disposer d'informations suffisantes sur les débouchés réels. Trop souvent, ils terminent une formation sans savoir quel secteur recrute. Trop souvent, ils cherchent un emploi sans connaître les compétences les plus demandées par les entreprises. Le SIMT vient donc répondre à ce besoin. L'adéquation entre la formation et l'emploi doit devenir une exigence permanente de notre système éducatif et de formation. Pour le ministère, les informations issues du SIMT seront particulièrement utiles. Elles permettront de mieux orienter l'ouverture ou la transformation des filières de formation, d'adapter les contenus pédagogiques, de renforcer l'orientation scolaire et professionnelle et d'améliorer progressivement la relation entre nos établissements et le secteur productif. Le gouvernement voit dans le SIMT un pont concret entre les salles de classe et le monde du travail. Ce que concrètement le système d'information sur le marché va changer dans le quotidien de ceux qui travaillent, de ceux qui cherchent un emploi et de ceux qui forment ou qui se forment. Le SMIT est un dispositif intégré. Nous disposerons désormais d'indicateurs robustes pour mesurer l'impact réel de nos programmes, qu'il s'agisse des dispositions d'insertion des jeunes, de formation professionnelle ou des mécanismes d'appui à l'entrepreneuriat. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé envoie un signal sans ambiguïté. En Côte d'Ivoire, les politiques de l'emploi ne se feront plus à l'aveugle. Le lancement du SIMT constitue donc l'aboutissement d'un engagement présidentiel fort. Il est l'expression concrète de notre volonté collective de bâtir des politiques publiques davantage fondées sur l'évidence, l'analyse et la mesure des résultats. Le SIMT est également un formidable outil de coordination. Il favorisera une meilleure collaboration entre les administrations publiques, les collectivités territoriales, les organisations d'employeurs, les organisations syndicales, les établissements de formation et les partenaires techniques et financiers. Avec le SIMT, la Côte d'Ivoire se donne enfin les moyens de construire une politique de l'emploi à la hauteur de ses ambitions et de sa jeunesse. Et l'emploi préoccupe aussi les collectivités locales qui sont en réflexion au Maroc. Le 8e congrès mondial de l'organisation des cités et gouvernements locaux unis s'est ouvert à Tanger. Maires et élus locaux est venu de plusieurs pays échangent sur les défis du développement des communes et des régions. Et la Côte d'Ivoire, notre pays, prend part avec une forte délégation conduite par la présidente du Sénat, Kandia Camara. Herman Guivet, notre envoyé spécial. Tanger, du Maroc, à la pointe du détroit de Gibraltar, accueille la 8e édition du Congrès des cités et gouvernements locaux unis. Le sommet est le rassemblement de maires, de présidents et présidentes d'associations et de professionnels le plus important du monde. La Côte d'Ivoire est présente à l'événement
Kandia Camara, la présidente du Sénat et maire de la commune d'Abobo, conduit la délégation ivoirienne, forte de plus d'une trentaine d'élus locaux. Le congrès des cités et gouvernements locaux unis réunit des partenaires essentiels et offre un espace pour repenser le multilatéralisme. Le maire de Tanger, Mounir Limouri, souhaite la bienvenue aux participants, non sans préciser l'importance de la tenue de ce 8e congrès. Idem pour le président mondial de Cités et gouvernements locaux unis, Lee Jang-woon, maire de Daejeon, ville de Corée du Sud. Une cérémonie d'ouverture aux couleurs de la culture marocaine. Le spectacle est assuré par les ballets du Maroc. La présidente du Sénat, Kandia Camara, n'a pas manqué de remercier Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc. Dieu l'assiste pour la qualité de l'accueil réservé à la délégation ivoirienne avant d'insister sur les enjeux et les bénéfices de cette rencontre. C'est l'occasion pour nous, responsables des collectivités territoriales de Côte d'Ivoire, de venir à la rencontre de nos collègues pour confronter nos expériences, nouer des partenariats, parce qu'il y en a qui ont commencé la colonialisation longtemps avant la Côte d'Ivoire. Et nous voulons vraiment partager cela. Nous avons non seulement une vision, mais nous partageons la vision de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, qui a promis une grande Côte d'Ivoire. Cela ne pourra pas se faire sans les territoires. Le gouvernement, à sa part, pour nous aider à atteindre nos objectifs, il faut aussi que les élus locaux que nous sommes, imaginons des sources de financement en plus de l'aide du gouvernement. Pour cette 8e édition du Congrès des cités et gouvernements locaux unis, 3000 participants sont attendus. Voilà, et loin de Tanger, à Yamoussoukro se tient une autre rencontre placée sous le signe du dialogue. Le médiateur de la République, Gaussou Touré, initie une série de rencontres. Sa démarche met en avant le renforcement du vivre ensemble et le médiateur invite tous les chefs traditionnels et communautaires à demeurer des relais essentiels de paix et de cohésion sociale. Kadès Sokotogo. Résidence de feu le président Félix Houphouët-Boigny, c'est ici que Gaussou Touré effectue sa première sortie en tant que médiateur de la République. Le siège de l'institution, le médiateur de la République, est à Yamoussoukro et logé à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. L'onction des garants de la tradition sera utile pour Gaussou Touré, qui va rencontrer par la suite à la préfecture les chefs de communauté. La vision actuelle du nouveau médiateur, tout faire pour qu'effectivement on puisse trouver des solutions aux différents conflits entre les citoyens et l'administration, entre les collectivités et aussi les différents problèmes que nous avons au niveau des chefs traditionnels, au niveau des religieux et tout. Faire une sensibilisation pour qu'effectivement on cultive la paix et la solidarité. Dans l'agenda du médiateur de la République figuraient en bonne place les échanges de civilité avec le premier magistrat de Yamoussoukro. Nommé le 10 mars dernier par décret présidentiel, Gaussou Touré a pris fonction le 10 avril. Son arrivée à Yamoussoukro marque le début du travail. Veiller à ce que la Côte d'Ivoire soit en paix en prévenant tout conflit. Et justement, la paix comme l'excellence demeure une quête permanente. Justement, cette vision guide la 6e édition des Journées nationales du service public, ouverte hier au Palais de la Culture de Trècheville. La conférence inaugurale, vous allez le voir, a été prononcée par le président du Conseil d'État, Ibrahim Coulibaly Kubier, autour du thème « Ensemble, construisons un service public ami du citoyen ». Et il a proposé des pistes pour améliorer la qualité du service public. Grâce Kando. Un service public de qualité qui prend en compte les besoins des usagers clients dans le respect des normes de l'administration. Pour réussir ce pari, le président du Conseil d'État a des astuces. Elles ont été présentées lors de la conférence inaugurale de la 6e édition des Journées nationales du service public autour du thème « Ensemble, construisons un service public ami du citoyen » en présence de plusieurs membres du gouvernement. Il faut arriver à créer un duo entre l'administration et les usagers du service public, de sorte que le service public soit un ami du citoyen. Il faut que les agents, animateurs du service public,
soient pénétrés de la notion même de service public. Il faut qu'ils connaissent le fondement du service public et qu'ils respectent les règles qui commandent à la gouvernance du service public. Placer le citoyen au cœur de l'action publique. Ces journées du service public seront meublées de plusieurs temps forts, dont des panels, des décorations et des ateliers cliniques. À cette occasion, un sprint digital a été lancé. Il vise à promouvoir des solutions digitales innovantes au service des citoyens. 5 grands défis vous sont lancés pour cette édition 2026. L'accueil et l'orientation des usagers. La simplification des démarches administratives. L'intelligence artificielle et l'automatisation. La transparence et la qualité du service. L'inclusion et l'accessibilité. La ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, invite les usagers clients à s'approprier les bonnes pratiques. Nous sommes nous-mêmes usagers de ce service public-là, parce que nos enfants profitent de l'éducation, nous-mêmes bénéficions de la santé, à faire en sorte que le fonctionnaire de Côte d'Ivoire soit cet ambassadeur-là de ce service public, ami du citoyen. Les populations ne demandent que cela. Atteindre un taux de satisfaction de 75% des usagers clients à l'horizon 2030, telle est l'ambition affichée par le gouvernement. Une ambition qui exige l'engagement de tous, selon la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Anne-Désirée Ouloto Lamizana. Voilà, la diplomatie économique ivoirienne est aussi active sur 2 fronts. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nialé Kaba, a multiplié les rencontres. Vous allez le voir, le Québec a réaffirmé sa volonté de renforcer son partenariat avec notre pays et de son côté, le Royaume des Pays-Bas envisage de nouvelles pistes de financement pour accompagner de nombreux projets, nous rapporte Noussangari. Le Québec souhaite consolider davantage sa coopération avec la Côte d'Ivoire. Reçu en audience par Nialé Kaba, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, la sous-ministre des Relations internationales et de la francophonie du Québec, Elisa Valentin réaffirme la volonté des autorités québécoises de renforcer ce partenariat stratégique. Nos relations sont vastes et diversifiées, donc d'un point de vue des relations économiques, nous soutenons évidemment les entreprises québécoises qui souhaitent faire affaire en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup d'échanges aussi en matière de formation professionnelle et technique. Nous avons des organismes de coopération internationale et différents autres projets, là, donc en matière d'autonomisation aussi là, des femmes agricultrices qui font face au changement climatique. Donc, on a un large éventail de projets, de secteurs dans lesquels nous collaborons et nous souhaitons bien entendu là, qu'on intensifie encore davantage cette coopération entre nos 2 nations. Autre audience au cabinet de la ministre d'État. Jeroen Kelderus, ambassadeur du Royaume des Pays-Bas, accompagné d'une délégation de la Banque néerlandaise de développement, est venu échanger sur les perspectives de coopération économique. Je suis venu ici avec une grande délégation de notre Banque nationale de développement, avec le PDG et l'équipe de cette banque qui a déjà investi 200 millions d'euros en Côte d'Ivoire et qui envisage d'investir encore beaucoup plus dans ce beau pays, dans le secteur de l'agriculture, énergie renouvelable et l'infrastructure. Donc nous sommes venus avec de bonnes nouvelles aujourd'hui et on espère bientôt d'ouvrir un bureau de cette Banque nationale de développement de Pays-Bas. À travers ces audiences, la diplomatie ivoirienne poursuit son engagement en faveur du renforcement des partenariats internationaux au service du développement et de l'attractivité économique du pays. Voilà la diplomatie ivoirienne qui rayonne et on ouvre à présent les réflexions sur la transformation digitale. C'est à la 4e édition du Forum sur la protection des données à caractère personnel, placé sous le thème Identité numérique et protection des données, enjeux et perspectives. La rencontre met l'accent sur les défis et opportunités liés à l'essor du numérique et de l'intelligence artificielle. Malika Koulibaly nous explique tout cela dans les détails. L'identité numérique et la souveraineté des données, c'est l'axe majeur des échanges entre experts et institutions. Nous sommes à la 4e édition du Forum sur la protection des données à caractère personnel à Abidjan.
Objectif, débattre des enjeux liés à la digitalisation. Aujourd'hui, il y a beaucoup de services qui sont digitaux. Alors, il y a nécessité de réfléchir sur l'identité numérique. Comment authentifier de façon plus sécurisée ceux qui utilisent les services en ligne. Ce rendez-vous met en lumière l'identité numérique comme canal pour l'équilibre entre accès aux services et cybersécurité. Les données pour l'Anstat sont le cœur de métier de l'Anstat et la confiance de la population vraiment est un capital assez important pour nous. Donc nous mettons tout en œuvre au sein de l'agence pour protéger les données que nous recueillons auprès de la population, auprès des entreprises. Tout ce qui est sécurisation du système statistique et tout ce qui est éthique en matière d'utilisation de données et du respect du secret statistique. La 4e édition de ce forum s'est achevée par la remise des awards consacrant les acteurs majeurs de la protection des données en Afrique. Voilà, le développement est en marche dans notre pays qui attire des investisseurs. Et justement, investir dans notre pays, ça se comprend aussi sur le plan fiscal. L'attractivité économique passe, comme vous l'avez compris, par l'information fiscale. Le CPC a donc réuni récemment à Jacquesville des investisseurs et des représentants de l'administration fiscale. L'État encourage l'investissement et la rencontre, vous allez le comprendre aussi, a permis de mieux outiller les investisseurs et à clarifier les règles du jeu. Aurélia Drukula. La Côte d'Ivoire, terre d'opportunités, c'est l'objectif que s'est assigné le CPC. La structure en charge de l'investissement privé multiplie les initiatives afin de promouvoir les opportunités d'affaires dans le pays. À cette rencontre, il est question de réfléchir sur les devoirs civiques des entreprises pour garantir un environnement des affaires sain et plus compétitif. Obligations et avantages fiscaux dans le parcours de l'investisseur, c'est le thème central de ce cadre d'échange. À travers cette activité, le CPC réaffirme son statut de catalyseur du développement économique dans le secteur de l'investissement privé et facilitateur d'un climat des affaires. La directrice générale adjointe de la structure reçoit le recueil des procédures douanières, outils conçus pour guider les acteurs économiques conformément aux réglementations en vigueur. Voilà, et toutes ces activités se déroulent dans un environnement assaini, la perle des lagunes. Je vais parler d'Abidjan qui poursuit sa mue en matière de salubrité. L'ANAGED intensifie ses opérations sur le terrain dans la capitale économique ivoirienne. Après une première inspection nocturne, la directrice générale a effectué une nouvelle visite surprise pour constater l'état des lieux. Et cette offensive vise à débarrasser durablement Abidjan des déchets qui jonchent encore certaines artères. Davis Oyo. Quartier Biafra, commune de Treichville. Aux abords de ce bac à ordures, ce véhicule et ses occupants sont sommés de suspendre immédiatement leurs activités. Un mot d'ordre fermement donné par la directrice générale de l'ANAGED, Agence nationale de gestion des déchets. Nous venons de tomber sur cette petite camionnette que vous voyez, qui en fait est venue se débarrasser de déchets privés. Donc on appelle déchets privés des déchets qui sont issus d'activités économiques, dans des coffres qui servent uniquement à collecter donc les déchets des ménages. Une activité illégale qui conduit les contrevenants au commissariat le plus proche pour répondre de leurs actes. Nous suivons ici une visite de terrain inopinée de l'ANAGED sur les sites de collecte du district autonome d'Abidjan. Mission, s'assurer du strict ramassage des ordures par les opérateurs agréés. Nous allons continuer les activités comme on nous le demande avec le cahier de charge. Autres communes, Abobo, Makori et Port-Boué, même action et même message. Un contrôle jugé globalement satisfaisant par la patronne de l'ANAGED. On produit au moins 5000 tonnes de déchets par jour et nous sommes actuellement en grosse phase de résorption. On peut dire que globalement 90% de tout ce stock de déchets a été résorbé et que nous sommes en train d'aller vers une situation quasi normale. Selon l'Agence nationale de gestion des déchets, ces inspections surprises vont se poursuivre et les brigades de veille resteront mobilisées. Enjeu, garantir aux populations d'Abidjan un cadre de vie sain en vue de leur permettre de passer la saison des pluies dans des conditions de salubrité optimales. Et surtout pour notre santé à tous.
En politique, le groupe parlementaire RHDP a initié un séminaire de formation à l'intention de ses députés. C'est dans la capitale politique ivoirienne, Yamoussoukro. L'objectif est de mieux outiller ces militants dans la rédaction des textes de loi et dans le fonctionnement interne des groupes parlementaires. La session a porté sur la procédure législative et la discipline parlementaire, nous rapporte Konaté Moussa Vaorishar. Le RHDP forme ses élus. Réunis à Yamoussoukro, la capitale politique, les députés du groupe parlementaire renforcent leurs capacités afin de bien mener leur mission. Le rôle du député RHDP ne doit plus se limiter à sa présence en séance ou au vote des textes. Son rôle doit gagner en précision, en méthode et en efficacité. Le député RHDP au cœur de l'efficacité parlementaire, c'est le thème central de ce séminaire. Formation. Les députés sont instruits sur la procédure législative et le fonctionnement d'un groupe parlementaire. En tant que de nouveaux élus, il y a certaines choses qu'on ne maîtrisait pas. Le règlement intérieur a été renforcé. Il y a d'autres articles qui ont fait leur entrée. L'introduction d'une loi par un député, il est nécessaire en tout cas d'avoir l'adhésion de votre groupe parlementaire. Alors donc, il y a la solidarité parlementaire. Se former pour accroître ses compétences afin de mieux répondre aux attentes des citoyens et renforcer son statut de porte-voix de la nation. Dans cet élan, le groupe parlementaire RHDP bénéficie du soutien de la hiérarchie institutionnelle et politique. C'est la preuve que le député RHDP doit être un modèle de discipline, de ponctualité et de dévouement aussi bien sur le terrain auprès des populations qu'au sein de l'hémicycle. La fonction parlementaire qui est la nôtre exige de nous la maîtrise des procédures, la connaissance approfondie des textes, l'intelligence des enjeux nationaux et internationaux, ainsi qu'une éthique sans faille dans l'exercice de nos missions constitutionnelles. Ce rendez-vous du savoir a vu la présence des groupes parlementaires PDCI RDA, AGI et Solidarité, signe de la parfaite collaboration entre les différentes chapelles politiques représentées à l'hémicycle. Voilà, et pendant ce temps, la lutte contre la contrefaçon des équipements TNT s'intensifie. Dans la continuité de l'amélioration du service de télédiffusion, la société ivoirienne de télédiffusion mène une campagne de sensibilisation dans le district d'Abidjan. L'enjeu est de lutter contre la prolifération des équipements TNT non conformes et garantir un service fiable dans les ménages. Je vous conduis maintenant à Séguélon où la lumière revient pour des patients atteints de cataracte. Près de 200 personnes bénéficient donc d'une campagne gratuite d'intervention chirurgicale dans le département. L'opération a été lancée en présence des autorités et des cadres de la région. Et cette action humanitaire a permis de redonner, vous allez le voir, la vue, mais aussi l'autonomie et la dignité aux patients. Denis Kouma, Yafolo Soro des Zahana. Les couloirs de l'hôpital général de Séguélon ont retrouvé une nouvelle animation. Venus de diverses localités de la région du Kabadougou, près de 200 patients souffrant de la cataracte bénéficient actuellement d'une prise en charge médicale et chirurgicale entièrement gratuite. Une initiative du programme humanitaire ICA Santé, initiée par le député Ibrahima Koné et les cadres de Non-Wolo. Pour ces populations vulnérables, cette campagne brise la barrière financière des soins oculaires, souvent perçus comme un luxe. Je suis arrivé le jeudi, on m'a examiné et le vendredi, ils ont fait l'opération. Mon œil gauche voit clair aujourd'hui et je rends gloire à Dieu. Elle a été opérée par sa maladie. Elle voit très bien. Financée sur fonds propres par ses cadres, l'initiative bénéficie d'un fort soutien des autorités locales. Nous avons priorisé l'œil pour que toutes ces personnes souffrant de ces maux soient indépendantes. La vue est primordiale à chaque étape de notre existence, car le premier de nos sens, malheureusement, et c'est dans la nature de l'ordre des choses, le bonheur que procure la vue peut être entravé par des affections oculaires responsables de déficiences visuelles. À Séguélon, cette synergie redessine l'avenir de plusieurs familles. La caravane ICA Santé prévoit déjà de s'étendre à d'autres localités de la région.
On termine par la France où la canicule continue de battre des records. Ce mercredi est devenu le jour le plus chaud jamais enregistré dans le pays, dépassant déjà le record établi la veille. 3 quarts du territoire sont placés en vigilance maximale et la situation devrait encore se dégrader demain jeudi avec 72 départements en vigilance orange. Point final de ce 20h. Merci à vous tous de l'avoir suivi. On va prier pour que la météo soit bonne partout en Côte d'Ivoire et comme ailleurs. À demain 20h dans la paix. Allez, on reste prudent en ces temps d'intempéries.